Quelqu'un qui réussit, c'est à la fois professionnellement ou scolairement, mais surtout humainement. Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons et à s'imposer comme légitimes dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Né à Montpellier en 1986, mon invité est un sudiste à la force tranquille. Timide mais sociable, curieux et aventurier, il se lance dans l'entrepreneuriat à l'âge de 20 ans. Alors que c'est à Paris que règne l'univers de la tech, lui décide de rester dans son Montpellier natal. Accent chantant et cheveux au vent, c'est depuis la province qu'il parvient à convaincre les investisseurs de parier sur lui. De la pub à la restauration, il a réussi à s'imposer dans des univers ultra concurrentiels sans rien connaître au marché auquel il s'attaquait. À seulement 33 ans, cet entrepreneur récidiviste a su balayer les prédéterminismes avec courage et ténacité. Il est au micro de Contre toute attente pour nous révéler les secrets de son tour de force. Bonjour Loïc Soubeyran. Bonjour Alexandre. Donc tu grandis entre Montpellier et Orange. Ça ressemble à quoi l'enfance d'un Soubeyran ? L'enfance d'un Soubeyran. J'ai l'impression d'une enfance totalement classique. Jusqu'à mes 6 ans, je suis à Montpellier, donc là, autant te dire que j'ai pas trop de souvenirs. Hein. Forcément, c'était petit tout. Mais ensuite, je pars à Orange et là, une enfance classique, école primaire classique, public classique. Je fais du foot à partir de 6 ans de manière classique, jusqu'à mes 18 ans. Bon, bref, un truc classique. Ouais. Donc rien d'ultra excitant à raconter de ce point de vue-là. Et t'es un élève, à ce que j'ai compris, assez modèle jusqu'au bac. Et tu obtiens un bac avec une mention, tu as d'excellents résultats, tu sautes une classe, et puis tu atterris en prépa maths sup à Lyon. Et puis, comme dans toute prépa, tes notes passent de bon élève de 14-16 à 4, et puis c'est un échec, quoi. Tu décides d'abandonner au bout d'un an. Ouais. Premier échec... Quelle leçon d'humilité, mon Dieu, que ça fait du bien. Alors ça fait pas du bien sur le coup, hein. Ça fait plutôt très mal. Mais ouais. T'étais sûr de... Pour toi, non, mais déjà, t'as suffisamment travaillé. Effectivement, je suis parti en maths sup à 17 ans, à Lyon, tout seul, dans mon petit studio de 14 mètres carrés. Bon, c'était une première, quoi. Je me souviens, une anecdote tout bête, mais je connaissais rien à la vie. Je signais mon premier bail. Il fallait que je paraphe, je savais même pas ce que c'était que parapher des documents, c'était la première fois de ma vie. Donc bref, 17 ans, je découvre la vie de pré-adulte, on va dire. Me voilà pas du tout prêt à subir la pression et le quotidien seul, isolé, parce que je suis parti seul. Mes parents étaient à Montpellier et à Orange. Je suis parti seul et voilà, donc ça a été une belle expérience, mais très compliquée à vivre parce qu'effectivement on démarre, le premier jour je m'assois, on dit tous nos notes qu'on a eues en maths et en physique, c'est-à-dire il fallait dire ces 2 notes là et il y avait que des 18, des 19, des 20 de partout. Je dis bon d'accord, cool, on va s'amuser. Pas de pression. Tu vois le directeur qui te fait ton discours introductif en te disant vous êtes la future élite de la nation, donc il va falloir y aller un peu maintenant, voilà quoi. Donc bien cadré, bien pressurisé, tout va bien. Et en fait là, quelle leçon d'humilité, parce qu'effectivement c'est des environnements très durs, hein, pour tous ceux qui l'ont fait, il y en a quand même pas mal qui le font, mais pour moi t'as 3 groupes qui se distinguent. T'as ceux qui effectivement passent de 16, 18, peu importe, à entre 4 et 6, qui est quasiment 2/3 de la classe, hein, quand même. Hein. T'as les quelques-uns qui émergent entre 8 et 12, et puis t'as ceux qui restent à 18. Donc, alors laisse-moi trouver. Toi, tu étais dans le... Moi, j'étais dans les 2/3 de la classe. Et quelle leçon d'humilité, pourquoi ? Parce que justement, je me suis dit, putain, en fait, les vrais stars, là, c'est pas ceux qui ont 8 et 12, parce que ceux qui ont 8 et 12, c'est les pires, c'est les mauvais, en fait. C'est les mauvais au sens humain du terme, parce qu'ils sont là pour écraser tous ceux qui sont en dessous, en disant, t'as vu, moi j'ai la moyenne, et toi, t'as chuté, quoi. Et par contre, les 3-4, là, qui sont restés à 18, c'est eux qui aidaient toute la classe. Donc les mecs, ils étaient non seulement au-dessus du lot d'un point de vue scolaire, mais en plus de ça, ils maintenaient un niveau d'un point de vue humain qui était complètement dingo, quoi. Et ça m'a marqué, parce que je me dis, tiens, ouais, en fait, les vrais stars, c'est eux. Quelqu'un qui réussit, c'est à la fois professionnellement ou scolairement, mais surtout
humainement. Et ça m'a marqué. Et là, c'est ton premier échec. Normalement, t'es pas le seul à échouer. Comme tu disais, il y a pas mal de gens qui font des prépas. Ils abandonnent pas à tous au bout d'1 an. Toi, tu savais que tu pouvais en faire 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Tu penses que c'était pas pour toi, tu voulais revenir à la maison. C'est quoi le sujet? Non, c'était pas revenir à la maison. Sur le coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis là? Je me suis rendu compte que j'avais plutôt subi un truc classique de dire, bon ben voilà. Le déterminisme. Voilà, exactement. T'es bon, t'as des super notes, jusqu'en terminale, t'es toujours dans les 2-3 premiers de ta classe. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire prépa. Ouais. Et ben voilà, c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben non, j'avais pas envie de faire ça, quoi. Parce que le déterminisme est extrêmement important chez quasiment tout le monde. Chez toi, le prédéterminisme familial aurait fait que tu devais devenir médecin. Papa gynéco, maman urgentiste, frère kiné, sœur sage-femme. Je pense que c'est l'arbre généalogique. Ma mère est urgentiste, ma tante est aide-soignante, mon oncle dentiste. Donc en effet, maths sup paraissait assez logique dans tout ça. C'est à ce moment-là que tu décides que ce prédéterminisme, parfois non voulu, tu allais complètement changer, parce que ce que tu décides de faire à ce moment-là, ça n'a absolument rien à voir. Parce que là, tu retournes et tu vas faire un IUT de contrôle de gestion. J'ai commencé d'abord par un IUT informatique qui avait des grosses composantes maths quand même, parce que je me suis dit, allez, quitte à repartir, autant refaire un peu le truc que j'aime bien faire quand même. Et ensuite, j'ai bifurqué sur des études, mais 2 ans après, de contrôle de gestion. Donc tu as mis quand même un peu de temps à vraiment chasser ce prédéterminisme pour faire quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. Je pense que je me suis réécouté, en fait, ou écouté. Pour la première fois, je rattaque mes études et effectivement là très vite, je me rends compte que ce que j'aime, c'est faire des projets en fait, tout simplement. C'est comprendre ce qui se passe autour de moi, c'est gratter, c'est machin, et c'est ce que je commence à faire dès l'IUT. Donc tu vas nous parler peut-être de ton premier projet, ou peut-être un de tes premiers projets. Je suis pas sûr que ce soit le premier, Flash Tonight. Si, ça c'est le premier. C'est vraiment le premier. Ouais, Flash Tonight, c'est un site de beau marketing. Donc ça faisait quoi, Flash Tonight? Flash Tonight, bon, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est pour les Parisiens, c'est pour faire un comparable qui est un peu national. C'était l'équivalent d'un Soon Night ou d'un Till Late, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment un réseau de photographes de soirée. Vous êtes en soirée quelconque, dans un bar, une boîte ou autre. Vous avez un photographe qui vous prend en photo et vous allez récupérer la photo de votre soirée. Voilà, souvenir quoi. Rien de fou, mais en tout cas nous on avait fait ça dans le sud de la France. Et parce que tu as vu un truc qui fonctionnait à Paris, tu te dis on va faire la même chose dans le sud? En fait je raconte mon futur associé justement pour mes aventures, toutes les aventures après, qui finissent. Dans ce cadre-là, c'est lui qui avait eu l'idée et je me laisse embarquer dans l'aventure. Et voilà, et donc du coup l'idée c'était vraiment de comprendre ce qui se passe, et c'est là où on comprend ce que c'est qu'un business model, parce que forcément on cherche à en vivre, même si on est étudiant, on cherche à faire un peu d'argent et on n'y arrive pas. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait juste pas de business model. En fait on commence à se cadrer quoi, vraiment et à se préparer à nos futurs vrais projets quoi. Parce que là donc tu te lances sans études de marché, sans business model, ça a l'air sympa, on ne s'y connaît pas trop. On s'amuse quoi. On s'amuse, mais avec toujours un truc quand même derrière la tête de comprendre ce qui se passe, de gérer des projets. Si je te dis c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, est-ce que ça te parle? Forcément. Rémi Gaillard, qui Montpellier. Exactement, donc une pensée, et c'est un peu ça en fait, c'est que tu lances la pièce et puis tu espères qu'elle tombera du bon côté quoi. Sur ces premiers projets-là, oui, bien évidemment. Après, le monde a changé, mais c'est là où tu as appris, je pense que. Voilà, exactement. Donc 2009, tu as ton diplôme en poche, et là tu as le choix entre monter à Paris ou de rester à Montpellier. C'est quoi ton choix? On décide de bootstrapper nos projets avec Loïc Jaurès depuis Montpellier. On reste à Montpellier, pourquoi? Parce qu'on a un environnement qui est parfait. C'est plutôt qu'il est parfait, l'environnement. Pour les jeunes entrepreneurs, franchement, il est parfait. On va dire pour les primo-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que on a accédé à des bourses, notamment. Donc, je sortais d'études, donc j'avais pas de chômage, etc. On sait très bien que très souvent, ceux qui lancent des startups cèdent des 2 premières années de chômage. Moi, j'étais étudiant, donc j'avais pas un sou. Et j'avais bénéficié d'une bourse de 800 € par mois. Donc, 800 € par mois, quand on sort des études, on est richissime. Ça suffit 1000 fois pour se payer des pâtes et son petit appartement, et pour travailler 7 jours sur 7. Et l'idée, c'est de bootstrapper les premiers projets. On tourne autour d'un premier projet qui était le Wanted, c'est ça? Wanted, voilà, qui est le un équivalent de Allo Resto, pour ceux qui connaissent. Donc Allo Resto lève... tu le vois à peu près au même moment, il lève beaucoup d'argent. Ouais, fait beaucoup. À l'époque, c'était énorme. 10 millions. Ouais, c'est beaucoup. Je me beaucoup. souviens encore de la... Et là, automatiquement, vous dites, bon, on laisse tomber.
Ah, direct. Direct. Il y a même pas, vous essayez même pas de lutter, vous essayez pas de penser. Vous avez. On n'était pas encore sorti des cartons, on a dit stop, on est mort. Pourquoi ? Parce que on avait quand même cet objectif d'être financé Bah oui. à un moment donné. Et on se voyait pas pitcher un truc concurrent de Allo Resto qui venait de lever. Et on savait très bien qu'on n'aurait aucun appui au niveau investisseur. Et puis on était encore très très jeunes quand même. Donc là, quand tu regardes cette information qui tombe sur Internet, pour toi c'est la fin. Un deuxième échec, tu dis alors que là, c'est pas par possible, contre, ça t'ennuie fortement ou dans la minute tu dis bon. Pour le coup, il y a deux types d'entrepreneurs, je pense. Il y a ceux qui s'entêtent sur un truc en disant c'est mon idée de base, j'y vais à fond et pendant 5 ans, 6 ans, ils traînent tout le truc et en général ça finit quand même pas très très bien. Et même quand tout le monde leur dit écoute, il faut que t'arrêtes, ça continue quand même. Faut savoir débrancher la prise. Il faut savoir débrancher. À un moment donné, c'est plus une question d'ego, c'est juste, c'est pas grave quoi. C'est pas grave. L'échec, ça dépend ce qu'on en fait quoi. C'est bien tout. Sûr. C'est comme une maths sup qu'on loupe quoi. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais là pour le coup, c'était vraiment on-off instant. C'est niette, on arrête. Il faut qu'on trouve autre chose. On était vraiment dans cette forme de brainstorm permanent. De quel va être notre premier vrai projet. Et du coup, on bifurque un tout petit peu. On tire le fil, on se dit bon ce sera pas de la réservation de nourriture, ce sera de la réservation de rendez-vous quoi. Donc là c'est co-booking. Co-booking, ouais. Qui est une sorte de rendez-vous au sens large parce que on pourrait imaginer que c'est un peu du Doctolib sur certains rendez-vous. Là c'est pour le médecin. Tu peux aussi réserver ton coiffeur. Donc, c'était une manière. C'était un truc un peu généraliste. Comme quoi il y a déjà un premier sujet d'exécution parce qu'effectivement je pense que Doctolib a bien fait de se spécialiser sur la médecine au même titre que d'autres se spécialisent sur les coiffeurs, d'autres sur d'autres secteurs de métier. Et là cette fois-ci vous la lancez pas. Hein. Là on finit les devs. On a nos premiers clients, etc. Partenaires, ouais. Et là, la TIDS. Voilà. Et donc, parce qu'en même temps que tu t'étais en train de lancer, tu continues à réfléchir à d'autres choses. Oui, parce qu'en fait, on était encore deux, quoi. Et en fait, j'ai mon troisième associé avec qui on parle, qui s'appelle Olivier Reynaud, que j'avais connu dans le cadre de Flash Tonight, avec Louis Jaurès. Tous les deux aussi sont de Montpellier ? Ouais, on était tous à Montpellier. Et là, boum... l'idée de TIDS intervient et là on se dit allez feu, c'est parti. 2 questions. 1, raconte-nous TIDS et puis 2, comment elle arrive cette idée jusqu'à vous ? L'idée fondamentale de TIDS, c'était de se dire on est en plein essor du marché de la publicité vidéo. On était en 2010. Donc c'était vraiment l'essor des YouTube, Dailymotion, des chaînes en ligne. Donc les annonceurs cherchaient des emplacements publicitaires pour annoncer en ligne, de la vidéo, leur spot télé, quoi, grosso modo. Et ces pubs-là étaient très rémunératrices pour les éditeurs, mais ceux qui mangeaient dans ce gâteau-là, c'était que les éditeurs qui produisaient du contenu vidéo. Et nous, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne dissocierait pas la notion de publicité vidéo et de contenu ? Pourquoi est-ce que j'associerais pas une pub vidéo entre 2 paragraphes d'un article de presse ? Tout simplement. Comme ça, on arrive à monétiser, grâce à la publicité vidéo qui est plus rémunératrice, des contenus qui ne sont pas de la vidéo. Et donc ça, ce qui paraît assez évident aujourd'hui, oui. Il y a 8 ans... ça n'existait pas du tout. Mais ni en France, en Europe, aux États-Unis... Ni à l'international. Là, comment 3 gamins de Montpellier, dans leur coin, loin de la Silicon Valley ou de la Silicon Sentier, ont ça ? Qu'est-ce que tu expliques ? Comme beaucoup de choses... je pense que la naïveté, l'insouciance et en fait, c'est peut-être de pas savoir. C'est ça. En fait, on n'a aucune barrière. On arrive avec une fraîcheur complètement dingue où rien ne nous semble impossible. Et oui. Donc là où tous les experts se seraient démoralisés parce que justement, on a une claire vision de ce que c'est que le marché de la pub, comment l'adresser, qui sont les gros de ce monde qui le font. Voilà. Pourquoi vous y arriverez ? En fait, non. Ouais, effectivement, nous, on avait en face des boîtes qui venaient, pour le coup, de lever 100 millions des Américains, qui arrivaient en Europe d'ailleurs. Ils étaient 2 ou 3 boîtes à être surfinancées. Parce qu'à l'époque, 100 millions, là, ça commençait déjà à être costaud, quoi. Et là, quand tu vois ça, tu dis pas, j'arrête. Non, parce que je sais très bien qu'eux, ils restent focalisés sur ce qu'on appelle l'in-stream, donc c'est la monétisation de vidéos avec de la publicité vidéo. Nous, on était concentrés sur tous les autres types de contenus. Mais en fait, ils ne le savaient pas. On était en train d'attaquer un marché 4 fois plus gros que celui qu'ils étaient en train d'adresser. Mais alors, ok, donc là, toi, t'es persuadé de ça. Persuadé. Loïc, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu comprends quand même qu'il faut avoir des financements? Vous êtes tous les 3 à Montpellier, et tu vas parler à des gens qui financent de coûts par mille, alors que tu connais à peine le concept.
Ils te reçoivent comment Donc, tu vas d'abord être financé à Montpellier Non, on n'est pas financé à Montpellier. On bénéficie de la bourse, là, juste pour faire mémus, quoi, pour survivre, on va dire. Ouais. Après, non, il faut des vrais financements pour se développer. Donc là, on monte tous les 3 à Paris. On lève 200 000 € assez rapidement auprès de Business Angel, qui croit en l'histoire. Qui est la première personne qui t'a dit oui ? Est-ce que tu te souviens précisément la première fois que tu as eu quelqu'un qui dit oui ? C'est Marc Geffroy, qui est un business angel, qui a d'ailleurs m'a resuivi là sur l'aventure Venture, naturellement. Bah oui. Marc Geffroy, qui du coup, lui avait tout son écosystème, c'était des traders, pour parler simplement. Okay. Et il a ramené 5 ou 6 traders avec lui, qui ont tous mis quelques dizaines de milliers d'euros. Ils doivent le remercier maintenant, tant mieux. Ouais, bah oui. Donc là, je le remercie aussi. Bien sûr. Et donc là, t'arrives, tes premiers 200 000 €. Du coup, Loïc et Olivier redescendent à Montpellier pour embaucher les premières personnes. Et moi, je reste à Paris pour développer la société. Et là, ce qui est marrant, c'est que parmi les premières personnes embauchées, quand on était encore à Montpellier, quand on avait eu la bourse, j'avais eu le droit à une formation sur la publicité. Parce que je ne connaissais rien du tout. Et il s'avère que du coup, je suis arrivé à Paris, j'ai posé toutes mes questions au formateur, qui s'appelle Fabien Livet. Qui était directeur commercial de Libé. Qui était directeur commercial de Libération, exactement. Et il était intrigué parce qu'il se dit pourquoi est-ce qu'il pose autant de questions, celui-là. Il n'a pas l'habitude. Donc il sait exactement. Et il s'intéressait à notre business model. Et là, il a compris qu'il y avait un coup à jouer parce que lui, pour le coup, c'est un expert de la pub. Et voilà, il a cru en le projet. Et il a sauté dans l'aventure avec nous, quoi. Donc il quitte son poste chez Libération. Il voit 3 gamins qui montent. Plus quelques employés. Ça y est, tout paye de l'argent. Et il dit j'arrive. Il monte à bord. Et pour lui, pour faire quoi ? Directeur commercial. Ouais, voilà. Au début, directeur commercial. Après, il a eu plein d'autres postes, mais on démarre sur le développement, quoi. Donc, recruter des éditeurs, convaincre les éditeurs de monter à bord, les premiers annonceurs, etc. Alors, et le truc marrant, c'est que la première pub, pour dire le niveau de naïveté qu'on avait quand même, la première publicité qu'on a mise en ligne, j'appelle du coup l'annonceur pour lui dire « Ah, bonne nouvelle, la pub est en ligne, enfin !» Tu te souviens quelle pub ? Non. Non, je ne me souviens pas de la pub. Par contre, je me souviens que la première chose qu'elle m'avait dite, c'est « Est-ce que vous avez bien mis un capping de 3 ?» Capping de 3. Bon, là, je suppose qu'il y a plein d'auditeurs qui se demandent ce que c'est capping de 3. Figurez-vous que j'ai eu exactement la même réaction. Qu'est-ce qu'un capping de 3 ? Tu as voulu répondre ça, tu as dit bien sûr. Bien évidemment. Exactement. Donc je dis oui, bien sûr, on a mis capping de 3 et je raccroche. Et avec Loïc, on se met sur Google en 2 secondes. Capping de 3, qu'est-ce que c'est ? Et on a mis une soirée à développer le fameux capping de 3. Je crois pas que être montpelliérain aux cheveux longs, ça rend plus bête et moins efficace que d'être, pour reprendre un cliché, un Parisien du 16e aux cheveux courts et qui a fait tel ou tel lycée. Les auditeurs ne peuvent pas avoir la chance que j'ai de voir Loïc, mais dans l'introduction, je parlais de ses cheveux au vent. Tu avais à peu près la même chevelure quand tu essaies de convaincre les gens. Est-ce que tu avais le même accent un peu rocailleux qui est tellement beau, qui vient du Sud ? Est-ce que ça a été facile quand tu arrives à 25 ans à Paris, en plus d'être jeune, d'avoir un look qui n'est pas forcément parfaitement formaté ? Très sincèrement, oui, j'ai subi certains préjugés. Ça, on va pas se le dire, je suis pas là pour... Mais oui, j'en ai subi. Comme beaucoup de gens en subissent au quotidien, moi, ils étaient pas très graves. Mais oui, bien sûr. C'est aussi bête que déjà, quand on démarche au téléphone, allô, bonjour, hop, compliqué. Donc on gomme un peu, parce que mine de rien, les gens en rigolent. Mais on sait très bien que dans le fond, il y a tout un tas de préjugés qui ressortent, quoi. Aussi bête soit-il, mais c'est pas grave. Admettons. T'en as déjà eu comme ça qui t'ont dit vraiment en disant Loïc, c'est bien, mais. Parmi surtout je l'ai vraiment ressenti lors de notre première levée de fonds de 4 millions d'euros. Parlons des investisseurs. Ouais, j'ai vraiment ressenti là. Donc là, ça commence à bien se passer. Ouais. Tu commences à avoir un peu de traction. Exactement. La vraie traction, du vrai business. On est en train de prouver, quoi. Donc t'arrives. Ouais. Alors c'est quoi la sensation que tu as ? Tout le temps des réflexions. Mais sur ton look, sur le fait que tu es à Montpellier, surtout, oui, les cheveux. Ils ont pas l'habitude, quand est-ce que tu vas te couper les cheveux quand est-ce que tu mets la cravate ? Ou on dirait Jésus. Ça j'en ai entendu, mais tout le temps avec le sourire, bien évidemment. Sinon la bienveillance. Oui, la bienveillance. Mais bon, voilà. Donc, mais en général, quand on ne le pense pas, on ne le dit pas. Donc. Et à un moment, tu te dis, je vais me couper les cheveux et je vais passer tout à Paris ? Non, parce que pas une seule fois, tu l'as dit ? Pas une seule fois, mais non, c'est plus moi. Justement, et ça, je crois que je l'avais bien compris en prépa, etc. Il n'y a pas de posture. Surtout avec un investisseur, on est en train de créer une relation. Je ne suis pas uniquement là pour que tu me donnes de l'argent.
je sais très bien qu'une fois qu'après, on va vivre ensemble 4, 5, 6 ans, 7 ans. Si en fait on s'entend pas là dès le premier jour, mais qu'est-ce qui va se passer pendant 4, 5, 6 ans? Ça va être l'enfer, quoi. Donc si tu ne m'acceptes pas tel que je suis, je vais pas changer. Tu sais très bien que je vais pas pouvoir changer pour toi et tu vas pas changer pour moi. Donc soit on s'entend, soit on s'entend pas. Voilà. Et je crois pas que tout se joue sur la longueur de cheveux, un accent, etc. Il me semble que ce qu'on regarde en premier, c'est la capacité, en tant qu'investisseur et entrepreneur, c'est est-ce qu'on est sur le bon marché? Oui, non. Est-ce qu'il y a la bonne équipe en place? Oui, non. Et est-ce qu'on met le bon niveau de financement en face pour aller attaquer un marché? Oui, non. S'il y a ces 3 piliers-là, on y va. Voilà. Je crois pas que être montpelliérain aux cheveux longs, ça rend plus bête et moins efficace que d'être, pour reprendre un cliché, un Parisien du 16e aux cheveux courts et qui a fait tel ou tel lycée. Combien de rendez-vous investisseurs à ce moment-là? C'est 5, c'est 10, c'est 50? Je fais un roadshow, donc déjà, première mission, parce que là, je ne sais pas, trouver un leveur de fonds. Oui. Parce que oui, donc explique un petit peu comment ça se passe de nouveau. Tu vas pas tout seul, non, ça peut arriver, mais... Du coup, j'étais le seul de la boîte à gérer le processus de levée de fonds. D'accord. Bien évidemment, je ne connais pas les investisseurs, on est novice. Autant qu'on était novice dans la publicité, autant on était novice dans les levées de fonds. Donc, il est d'usage quand on peut prendre ce qu'on appelle un leveur de fonds. Donc c'est un banquier, c'est quelqu'un c'est un intermédiaire qui vous aide à vous introduire auprès des investisseurs et avoir le bon niveau de discours, quoi. Et là commence donc le processus de roadshow. Et oui, et là je vois bien qu'il y a des... Pour ceux qui vont t'accompagner déjà. Déjà. D'accord. Déjà. Et ils m'ont dit non une première fois, et puis après ils ont vu quand même que c'était vraiment sérieux. Là, c'était quand même compliqué. Enfin, le truc, il allait sortir par le haut, c'est sûr, quoi. Et voilà. Donc c'est sûr que là, il faut quand même de temps en temps un peu ravaler sa fierté, mais parce qu'il faut avancer. Mais il faut pas changer. Il faut s'adapter sans changer. Ah bah oui, indispensable. Et donc là, tu as ton leveur de fonds. Ouais. Donc là, l'autre mission, parce que ça, c'est parfois une chose un peu plus simple, c'est d'aller trouver les gens qui vont faire le chèque. Oui. Donc là, 9 personnes qui t'ont dit t'es pas sérieux et une personne qui t'a fait confiance. C'est quoi la résilience que tu as par rapport à ça? Très sincèrement, on a eu 3 investisseurs sur, je sais pas, peut-être 20 ou 25 qu'on a vus, qui étaient prêts à nous suivre. Donc c'est déjà pas trop mal. Ouais. C'est pas mal. Quand on a plus que 1, c'est déjà bien. Mais j'étais quand même ultra aidé. Là, le hasard fait plutôt bien les choses. Donc le leveur me fait aller voir un premier fonds d'investissement qui s'appelait Elaya, et qui s'appelle encore Elaya d'ailleurs, qui était à l'époque co-dirigé par Marie Eklund. D'accord. Et Marie Eklund, il s'avère que c'est sûr que dans le monde de la finance et de l'investissement, elle détonne un peu par à la fois son mode d'action, son mode de pensée. C'est une femme. Assez rare. Voilà. Et je pense que je sais pas pourquoi, mais du coup peut-être qu'entre gens qui subissent plein de préjugés, on s'est bien entendu d'entrée de jeu. Et c'était censé être un tour de chauffe. Très souvent, on fait 1 ou 2 meetings de chauffe entre guillemets. Pour tester les messages. Exactement. Et il s'avère que Elaya n'était pas censé être en capacité d'investir chez Tiz pour des contraintes réglementaires. Donc le lever m'a dit écoute, on fait le premier meeting et on voit ce que ça donne. C'est un meeting de chauffe. Et là, je rencontre Marie Eklund et en fait, le courant passe instantanément parce que je pense que justement, elle a la capacité de ne pas s'arrêter aux préjugés débiles. Et le courant passe et du coup elle veut absolument investir, donc elle se trouve une combine pour sortir du truc réglementaire. Et voilà, et elle a été moteur sur tout le reste, quoi. J'espère que le régulateur ne nous écoute pas. Non, ça va, c'est passé. C'est passé. Puis de toute façon, c'est sorti depuis longtemps. C'est bon. Là, donc c'est Marie, donc très rapidement dans un des premiers meetings, qui dit moi je te suis. Ouais. Mais je le sens direct. Ouais. Je le sens direct. Et ça, du coup, ça m'a quand même mis du baume au cœur. Et après, ça donne de l'énergie pour aller chercher un deuxième, quoi. C'est quelque chose qu'on a fait. Et donc là, vous en avez 2, 3 finalement qui investissent. Il y a 2 qui investissent. Le troisième n'a pas pu être retenu. Donc il y a un choix en plus que vous avez la chance de pouvoir faire. Ouais. Donc là, 4 millions d'euros. Et là, quand tout va bien, tu comprends une opportunité de t'associer plutôt de continuer tout seul. Donc là, il y a eBuzzing, Pierre Chapaz, qui à ce moment-là voit l'intérêt pour lui parce que ta traction est peut-être plus faible de son côté et qui se dit certainement qu'il y a un intérêt de mettre ensemble vos compétences et vos outils. Donc tout va bien, l'entreprise continue à grandir, a des très beaux chiffres, lève de l'argent et est rachetée. Toi, à ce moment-là, alors que tout va bien, alors que tu vois justement la croissance qui accompagne le succès du groupe, parce que le groupe est d'ailleurs
appelé Tids et pas eBuzzing. Ouais. Pourquoi tu pars alors ? Est-ce que tu avais fait le tour ? Parce qu'en fait, on s'est mis en vente. On était vendeurs, tout simplement. D'ailleurs, voilà, on peut parler aujourd'hui, mais je crois que l'histoire nous a donné raison. C'est-à-dire que le marché de la publicité est compliqué, très compliqué aujourd'hui. On a senti, pas le vent tourner, mais on a senti que quand même le secteur qui est ultra dominé par Google, Facebook, un duopole qui est terrible, hein, parce que c'est 92% des budgets, il faut le savoir, 92% des budgets mobiles partent chez Facebook et Google. Et aujourd'hui, le mobile, c'est 70% du marché de la pub. Il vous reste 8% digital pour vivre entre tous les acteurs qui restent, quoi. Toi, tu penses... C'est une mare au crocodile. Et toi, tu penses, par rapport à ça 2 secondes, est-ce que toi, tu penses qu'on ne devrait pas avoir autant de concentration ? Tu penses que comme il est en train de s'imaginer aux États-Unis, tu penses qu'on devrait vraiment avoir le législateur qui décide de casser ces grands groupes, d'avoir des vraies lois antitrust ? Mais c'est terrible ce qui se passe là en ce moment. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. C'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. Le RGPD, etc. Mais bien sûr que c'est bien pour les citoyens que nous sommes. Mais en fait, il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est bien. Mais si ça ne fait pas le jeu des Américains, là, on est en train de faire le jeu des Américains à 150 000%. C'est-à-dire Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la donnée, elle ne peut plus être captée sur des cookies, mais que sur de la donnée loguée, donc connectée. Grosso modo, quand vous avez un compte, vous vous connectez, vous acceptez les conditions générales, les mecs, ils font ce qu'ils veulent de votre data, quoi. Donc, quand vous êtes sur Instagram, Snapchat, Facebook, Google, machin, en fait, ils ont droit, eux, d'utiliser la donnée. De la collecter, la donnée, en masse, de manière massive. Et tout l'écosystème tiers, bah là, d'un coup d'un seul, on ferme les robinets, merci, au revoir, et regardez ce qui arrive à Criteo, regardez ce qui... voilà, c'est tout des pans entiers de boîtes européennes qu'on a mis à mal avec ce genre d'initiative. Donc peut-être qu'à l'Europe, ils se sont dit, écoute, c'est pas grave, vaut mieux protéger ce qui se passe, mais en fait, la réalité, c'est que la data, elle est chez les Américains, voilà. Et donc, est-ce qu'on est content de ça ? Non, moi, je suis pas favorable à... Qu'est-ce qui pourrait être la solution ? C'est antitrust basique ? Est-ce que c'est... Parce que le point, il est là aussi. Est-ce que tu as une idée d'une solution ? Là, en l'état, non, j'ai pas d'idée de solution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une concentration des pouvoirs qui est dingue. Des GAFA. Ouais. Qui ne paient pas leurs impôts. Qui font pas grand-chose de bien, en fait, finalement. J'avais toujours ce tempérament de gagneur, quoi. Gagneur. Il fallait que je gagne à l'école, il fallait que je gagne au foot, il fallait que je gagne à l'athlétisme, il fallait que je gagne. On continue, donc tu décides de partir, et 3 mois après, on pourrait t'attendre être justement à nouveau dans la publicité digitale, et ben là, on te voit réapparaître avec un nouveau projet qui n'a pas grand-chose à voir, et là, tu as décidé de t'attaquer à un petit marché, 6 milliards d'euros en France, 40 ou 50 milliards dans le monde, marché vieux de 50 ans, qui est celui des marchés écoutez-moi bien, des tickets restaurants. Ouais. Je t'avoue, quand j'ai vu ça m'a surpris, je me suis dit, c'est intéressant de le voir rentrer sur ce marché-là. Qu'est-ce qui a motivé ton choix ? T'as fait une étude de marché ? Pas du tout. Il répète. On s'est lancé dans la pub, on n'y connaissait rien. On s'est lancé dans les titres resto, on n'y connaissait pas plus. Enfin, je connaissais les titres resto en bon consommateur, quoi. J'avais moi-même mes tickets papier à l'époque. Même chez Tiz, on avait des tickets papier. Et non, l'idée, en fait, c'est... du coup... j'avais pour ambition à la base de monter une plateforme qui simplifierait l'expérience du déjeuner en équipe dans un contexte professionnel. Donc l'idée, c'était de faire vraiment une plateforme où chacun pouvait commander dans un restaurant, et plus on est nombreux à commander dans la boîte, plus on a accès à la réduction. Un peu le Groupon du déjeuner. Mais en simplifiant tous les usages de prise de commande, ça évitait à quelqu'un de dire « Et toi, tu veux quoi ? Et toi, tu veux quoi ? Je commande pour toi, je t'avance, et après tu me rembourses. » Bon, bref, là, chacun commande séparément, paye séparément, mais tout le monde peut déjeuner ensemble. Et donc, on va pitcher les premiers restos à Montpellier, d'ailleurs, sur l'idée. Ça faisait 1 an que je maturais le truc, mais j'étais encore chez Tiz et on était en process de vente. Et juste avant la vente de Tiz, je me dis, hop, moi, je fais pas le service après-vente, je pars sur notre projet, j'en profite. C'était une fenêtre de sortie, en fait, que j'ai prise. Et donc on pitch les premiers restaurateurs, et là il dit ok, pas de souci, le truc nickel, les gens vont pouvoir récupérer leur assiette prépayée, moi ça m'arrange, ça fluidifie mon attente en tant que restaurateur, voilà, je peux anticiper, c'est parfait, c'est génial, merci. Mais juste une petite question, Loïc, est-ce qu'ils vont pouvoir payer un titre restaurant ? Et là... Je dis non, mais on a le temps,
Parce que forcément, moi je me dis, c'est bon, les gens ils vont payer avec leur carte ou je sais pas quoi. Et il me dit, ouais, mais est-ce que tu sais que c'est 70% de mon chiffre ? 70%. Je suis, waouh. Donc là, ça m'a fait à peu près le même effet que les 10 millions de Allo Resto. J'étais, Ouais. on est mort. T'as pas Donc pensé là, à je tout. commençais à regretter d'être parti de chez Tids. Et non, en fait, non, je me suis dit, alors c'est quoi les titres resto ? Et là, en fait, c'est génial. C'est un marché qui n'a pas beaucoup évolué depuis Là, vous commencez à regarder en tant qu'entrepreneur cette fois-ci, Ouais. et pas juste en tant que consommateur ce que c'est. Et là, vous vous rendez compte que c'est un marché oligopolistique. 4 acteurs. 4 acteurs, ça n'a pas évolué depuis 50 ans. Ils ont tout sauf intérêt à aller vers de la dématérialisation, au même titre que les chaînes télé avaient tout sauf intérêt à aller vers de la TNT, au même titre que voilà, tous les secteurs qui ont tout sauf intérêt à bouger, quoi. Et là, on était en plein dedans. C'était un marché super intéressant. Et que fondamentalement, si on voulait réinventer l'expérience de déjeuner et la digitaliser, ça passait aussi par la digitalisation du titre restaurant. Donc on a décidé de s'attaquer aux moyens de paiement, et le jour où le moyen de paiement serait digitalisé, on pourrait mettre autour tout un tas d'expériences qui permettraient de fluidifier tout ça. Le monde a un peu changé entre 2011, quand tu tentais de faire comprendre que l'accent n'était pas un défaut à ni les cheveux longs. Tu avais vendu Tids, c'était racheté par le groupe Altis. Tu avais déjà, je crois en 2018, tu étais 40 000 utilisateurs salariés. Tu en vises des centaines de milliers. Est-ce que tu as vu dans tes rendez-vous investisseurs depuis, parce que tu en as rencontré un certain nombre, Bien sûr. est-ce qu'il y a encore les mêmes remarques ? Est-ce que tu as eu déjà quelqu'un qui t'a fait la remarque sur Jésus, comme tu disais tout à l'heure, tes cheveux longs ? Beaucoup moins, ça reste encore là. Est-ce que tu penses que le succès peut faire gommer justement un petit peu ces idées peut-être préconçues ? Oui. Ouais. Donc, Donc, cache, ouais. Complètement ? Ouais. Non, parce que ceux qui me connaissent pas, typiquement, c'est encore d'actualité. Donc tu penses qu'il y en a Par contre, certains qui se disent « Oh, il a du bol, hein. Oh, il a du bol une fois, il n'aura jamais du bol deux fois, ce gamin. » Moi, j'en veux pour preuve un investisseur qui est chez nous actuellement, chez Launcher, qui me l'a dit ouvertement, donc il a eu l'honnêteté C'est bien. De me le dire. Il m'a dit, Loïc, avec toi, c'est effet qui se coule, quoi. On te voit les 30 premières secondes, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et puis après, on t'entend parler, on voit que tu maîtrises super bien ton truc, les chiffres, le machin, qu'en fait, il y a une super culture dans ta boîte, que le truc, il va bien, quoi. Et donc, on s'attache. D'accord. Donc, ça fait un peu l'effet inverse. Mais ça l'a pas empêché de penser ça de prime abord, malgré tout. Et il me connaissait de Tids, etc. pourtant. Mais il a comme investi. Et il a investi. Ouais. Donc, ouais. Et donc toi, par rapport à ces investisseurs, tu commences à avoir le choix, ce qui n'était pas forcément le cas préalable. Est-ce que tu vois des gens justement où tu avais vu un regard un petit peu inquiet quand te voir débarquer il y a quelques années de ça ? Est-ce que tu fais plutôt dire, tu sais, j'accepte, je pardonne, c'est pas si grave que ça ? Ouais. Ou est-ce que toi, tu es plutôt en disant, moi, je vais faire attention quand même, parce que c'est des sujets qui sont suffisamment importants pour toi pour dire, celui-là, celle-là, celui-là, c'est pas pour nous. Je suis pas du tout, du coup, à force, je suis plus du tout attentif à la première réaction. Plus du tout. Je suis attentif à la deuxième réaction. Voilà. C'est tout. C'est après 30 secondes, quoi. Quasiment, ouais. Est-ce que la personne, je vois qu'elle passe complètement outre et qu'elle gomme ses préjugés en 2 secondes ? Oui ou non ? Si elle n'est pas capable de gommer ses préjugés, là, effectivement, ça ne me va pas du tout, quoi. Oui, je peux bien croire. C'est un sujet important par rapport à notre thématique de Contre toute attente. Les idées préconçues, c'est toujours que la province n'est pas forcément l'endroit où tu dois justement créer des entreprises technologiques. Est-ce que toi, tu te vois comme un porte-drapeau, justement, de la province ? Ça t'intéresse de justement démontrer que oui, on peut réussir sans être forcément dans le cercle parisien ? Moi, je pense que la différence, c'est une force, très souvent, quand on a les oreilles suffisamment ouvertes. Porte-drapeau, ça t'intéresse ? Non, Sur ça ? je suis pas très porte-drapeau. Par contre, si je peux montrer un exemple, avec plaisir. Mais après, je suis pas de nature porte-drapeau particulièrement. Mais oui, je pense que faire des modèles bicéphales, on va dire, Paris-Province, parce que après, il faut se dire les choses aussi. Moi, je suis pas là à dire on peut faire 100% du développement depuis la province. Paris, je veux pas en entendre parler. Non, la réalité, c'est que Paris, j'y suis toutes les semaines. Voilà. Mais en revanche, se dire qu'on met toutes les équipes commerciales sédentaires à Montpellier, se dire qu'on met les équipes de développement à Montpellier, le service client à Montpellier, le service comptable à Montpellier,
je vois pas pourquoi est-ce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça a plein de qualités. Déjà d'un point de vue rétention, d'un point de vue cadre, d'un point de vue coût, d'un point de vue cadre de travail, parce que les loyers sont pas les mêmes, donc on peut quand même encore plus s'amuser sur Montpellier. En revanche, oui, l'équipe marketing, on va pas se mentir, c'est compliqué à mettre une équipe marketing performante à Montpellier. On va pas trouver les talents, parce qu'ils sont tous montés à Paris dans les agences de com qui sont toutes parisiennes. Oui, c'est compliqué de trouver certains types de profils. Donc il faut savoir graviter. C'est pas zéro, et faire c'est, le meilleur. c'est pas binaire. C'est pas binaire. C'est pas binaire. Donc en parlant de tes venues à Paris hebdomadaires, donc tu es papa de 3 enfants, la dernière est née récemment, donc félicitations. Comment tu parviens à concilier ces deux vies, ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Facile, pas facile? Ça demande beaucoup d'organisation, forcément. Ça demande d'avoir une femme incroyable à ses côtés qui gère quand même 8/10 du quotidien. Bravo à elle. Bravo à elle, oui, parce qu'elle, pour le coup, elle était parisienne. Elle m'a suivi à Montpellier. Et elle a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle. Bon, elle avait ce besoin d'être proche de sa famille, d'élever ses enfants, mais c'est sûr que... Bon, après, c'est d'autres débats, mais oui, avoir une femme incroyable à ses côtés, ça aide, c'est une évidence. Le rythme que j'impose à la famille, à bouger toutes les semaines, en permanence, etc., si elle avait exactement cette même volonté, le truc marcherait pas, quoi. Et quel est le prénom de cette femme? Alexandra. Tu te décris comme un garçon timide, tu n'avais pas l'âme d'un leader, pour reprendre tes mots, hein, alors que c'est un trait indispensable de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tu as été à l'initiative de 2 startups à succès. Est-ce que tu penses toujours que tu n'as pas cette âme de leader? Si, leader, si, je pense. Enfant, j'étais assez timide, dans le sens où quand j'étais au tableau, si le professeur il me faisait une petite réflexion, je devenais tout rouge devant tout le monde. Enfin, bon, j'avais une tendance à devenir vite tout rouge. C'est plus maintenant, c'est bon. Mais par contre, j'avais toujours ce tempérament de gagneur, quoi. Gagneur. Il fallait que je gagne à l'école, il fallait que je gagne au foot, il fallait que je gagne à l'athlétisme, il fallait que je gagne. Je pense que ce tempérament de gagneur, je l'ai jamais perdu. Et j'ai juste appris à partager, à essayer de fédérer le plus possible, avec, je l'espère, beaucoup d'humilité, parce que je pense que être humble, c'est la qualité première d'un leader. Loïc, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. 2 propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. T'es prêt? Parti. Station F ou The Camp? The Camp. Carte de crédit ou chèque? Téléphone. Parigo tête de veau ou Parisien tête de chien? J'aime beaucoup la première. Louis Picamol ou Florent Mollet? Florent Mollet. Costume cravate ou Friday Wear? Friday Wear. Bureau ou télétravail? Un peu des deux. Agir ou penser? Agir. Action ou réaction? Action. Diplôme ou expérience? Expérience, avec un grand E. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Loïc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre. Merci d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas, 100% des gagnants ont tenté leur chance.